Vous êtes un courtisan à la cour d'Angleterre, en l'an de grâce 1396. L'air frais d'octobre s'infiltre dans les couloirs du palais de Westminster, mais une fébrilité inhabituelle réchauffe l'atmosphère. Vous ajustez le col de votre pourpoint, observant les serviteurs qui s'affairent dans un ballet incessant. Des murmures parcourent la cour, des chuchotements à propos d'un mariage royal qui s'annonce comme le plus étrange que l'Angleterre ait jamais connu. La fiancée est arrivée de France, une princesse, dit-on, la fille du roi Charles VI en personne. Vous avez assisté à de nombreux banquets, célébré maintes alliances scellées par les liens sacrés du mariage, mais jamais vous n'avez senti une telle tension mêlée de curiosité. Quand les lourdes portes de la salle du trône s'ouvrent pour laisser entrer le cortège, votre souffle se coupe. Le marié, notre roi Richard II, est une figure imposante à 29 ans, grand, l'allure royale, ses cheveux blonds captant la lumière qui traverse les vitraux. Mais c'est la personne à ses côtés qui fige le sang dans vos veines, une enfant, à peine assez grande pour atteindre son coude, sa main minuscule disparaissant entièrement dans celle gantée du roi. Elle ne peut avoir plus de 6 ou 7 ans, cette petite princesse noyée dans une robe française somptueuse, ses cheveux sombres tressés de perles qui semblent peser une tonne sur sa petite tête. Vous vous appuyez contre une colonne, le cœur battant. Voici Isabelle de Valois, la nouvelle reine d'Angleterre. Le roi Richard II, veuf de sa première femme bien-aimée, Anne de Bohême, n'a pas choisi cette union par amour. À 29 ans, il est un monarque expérimenté, conscient des vents changeants de la politique européenne. Face à lui se tient Isabelle de Valois, âgée de seulement 6 ans. Cette enfant, fille du roi de France Charles VI, n'est pas une épouse, mais un pion sur l'échiquier complexe des relations internationales. Elle est le symbole vivant d'une trêve fragile, un gage de paix entre deux royaumes épuisés par des décennies de conflits, la guerre de 100 ans. Les négociations ont été longues et ardues, menées par des diplomates qui pesaient chaque mot, chaque clause du contrat. Le mariage n'est qu'une façade politique, une alliance stratégique destinée à cimenter la trêve de Lollingham, signée quelques années plus tôt. L'idée est de transformer une pause dans les hostilités en une paix durable. Pour Richard, c'est aussi un moyen de consolider son pouvoir en Angleterre, en montrant sa capacité à négocier avec son plus grand rival. Il est clairement stipulé dans le contrat de mariage que l'union ne sera pas consommée immédiatement. Les relations charnelles sont reportées jusqu'à ce qu'Isabelle atteigne un âge plus convenable, généralement autour de la puberté, soit 12 ou 13 ans. Pour l'heure, elle est une reine en titre, mais une enfant en réalité, confiée à la garde de son mari qui doit agir comme un tuteur, plus que comme un époux. La cérémonie elle-même, qui se déroule à Calais, est un spectacle de splendeur diplomatique, mais dénué de toute romance. C'est un accord commercial, où la marchandise est une princesse de sang royal. Malgré son jeune âge, Isabelle est traitée avec tous les égards dus à son nouveau rang. En devenant reine d'Angleterre, elle apporte avec elle une dot considérable, une somme d'argent et des terres qui renflouent les coffres anglais. Elle est installée dans ses propres appartements, entourée d'une suite de dames de compagnie et de serviteurs, tant français qu'anglais, pour faciliter son acclimatation. Richard, dit-on, se montre étonnamment attentionné envers sa jeune épouse. Il lui rend visite régulièrement, lui parle avec douceur et lui offre des cadeaux. Il semble la traiter comme une petite sœur ou une fille adoptive, conscient de l'absurdité de leur situation. Mais cette vie dorée est construite sur des fondations fragiles. En 1399, à peine 3 ans après son arrivée, le monde d'Isabelle s'effondre. Richard II est renversé par son cousin, Henry Bolingbroke, qui monte sur le trône sous le nom d'Henri IV. Du jour au lendemain, la petite reine se retrouve dans une position extraordinairement précaire. Son mari, le roi, est destitué, emprisonné et humilié. Elle est désormais une otage politique de grande valeur, isolée dans un pays dont elle maîtrise à peine la langue et dont le nouveau souverain
est l'ennemi juré de son époux. Henri IV, cherchant à légitimer son règne et à maintenir des liens avec la France, voit en Isabelle une opportunité. Il lui propose d'épouser son propre fils et héritier, le futur Henri V. C'est une manœuvre politique astucieuse, mais il se heurte à une volonté de fer inattendue. Malgré ses 10 ans à peine, Isabelle refuse catégoriquement. Elle se considère toujours comme la femme de Richard et la reine légitime d'Angleterre. Sa loyauté envers l'homme qui l'a traitée avec gentillesse est absolue. Elle entre en deuil, refuse de retirer ses vêtements noirs et rejette toutes les tentatives de persuasion. Finalement, face à son obstination et aux pressions diplomatiques françaises, Henri IV cède. Isabelle est autorisée à retourner en France. Cependant, dans un dernier acte de spoliation, le nouveau roi refuse de restituer sa dot, arguant de dettes impayées par la France. Elle quitte l'Angleterre les mains vides, son mariage n'ayant jamais été consommé, sa parenthèse royale se refermant sur un échec politique et une tragédie personnelle. Ce mariage hors norme s'inscrit dans un contexte historique particulièrement instable. En France, le père d'Isabelle, le roi Charles VI, est surnommé le Fol. Il souffre de crises de démence de plus en plus fréquentes et violentes, plongeant le royaume de France dans une guerre civile latente entre les factions de la cour. Cette instabilité mentale du monarque français affaiblit considérablement l'influence de la France dans cette union. Richard II espérait peut-être tirer parti de cette faiblesse pour négocier une paix à l'avantage de l'Angleterre. L'objectif principal de cette alliance était de pacifier un conflit qui saignait les deux royaumes depuis des générations. La guerre de 100 ans avait créé un état de guerre quasi permanent et les populations aspiraient à la stabilité. Si un tel mariage choque profondément notre sensibilité moderne, il faut comprendre qu'au XIVe siècle, les unions d'enfants n'étaient pas rares au sein des familles royales et de la haute noblesse. Elles étaient un outil diplomatique courant, une manière de sceller des traités, de garantir des frontières et de créer des liens de parenté entre dynasties rivales. Les enfants étaient des promesses d'avenir, des garanties sur le long terme. Le mariage était un contrat avant d'être une affaire de sentiments. La personne des mariés, leur âge ou leur consentement importaient peu face aux enjeux stratégiques. La survie des lignées et la stabilité des royaumes primaient sur le bonheur individuel. Isabelle n'était qu'une des nombreuses princesses sacrifiées sur l'autel de la raison d'État, son enfance volée au nom de la paix. Le destin des deux époux sera tragique et bref. Richard II, emprisonné au château de Pontefract, meurt en février 1400 à l'âge de 33 ans. Les circonstances exactes de sa mort restent obscures. La version officielle parle d'une grève de la faim volontaire après avoir appris l'échec d'une conspiration visant à le restaurer sur le trône. Cependant, beaucoup soupçonnent qu'il a été assassiné, probablement laissé mourir de faim sur ordre d'Henri IV, qui ne pouvait se permettre de laisser vivre un rival légitime. Sa mort met un point final et sanglant à son règne et à son étrange mariage. De retour en France, Isabelle porte le deuil de son mari pendant plusieurs années. Son statut de reine douairière d'Angleterre, bien que veuve et sans pouvoir, lui confère un certain prestige. En 1406, à l'âge de 16 ans, elle est de nouveau utilisée comme un pion politique. Elle est mariée à son cousin, Charles, duc d'Orléans, un jeune homme brillant et poète à ses heures. Pour la première fois de sa vie, elle connaît peut-être un véritable attachement. Ce bonheur, s'il a jamais existé, fut de courte durée. 3 ans plus tard, en 1409, Isabelle meurt en couche en donnant naissance à une fille, Jeanne. Elle n'avait que 19 ans. Sa vie aura été un météore, une existence brève et intense, marquée par la grandeur et la tragédie, une enfance sacrifiée pour une paix qui ne dura pas et un titre de reine qu'elle n'eut jamais vraiment l'occasion de porter. Elle reste dans l'histoire comme la reine enfant,
un symbole poignant des pratiques impitoyables de la diplomatie médiévale.